Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis content d'être ici avec vous. Et donc, voilà. Donc, en fait, je vais présenter mon travail, présenter notamment, je vais partir de ce livre, Histoire naturelle de l'architecture. Alors, effectivement, c'est en fait ma thèse de doctorat parce que je suis titulaire maître de conférence à l'école d'architecture de Versailles et on nous a à un moment donné engagé à faire des doctorats pour pouvoir faire de la recherche. Et au départ, ça me semblait quelque chose d'un peu... je me sentais trop âgé pour faire un doctorat, mais en réalité, ça a été assez passionnant parce que finalement, j'ai pu prendre un peu du temps pour mettre en place, enfin, pour faire la synthèse de plein de choses que je disais, ou que je disais un peu de manière un peu légère, sans avoir été tout le temps très en profondeur. Et donc j'ai pris un peu de temps pour aller plus en profondeur par rapport à ça. Et donc j'ai fait ça et j'ai soutenu ma thèse, notamment avec Bruno Latour, qui était le directeur enfin le président de mon jury, qui est décédé récemment, qui est quelqu'un de très important en France, qui a fait rentrer la question climatique et écologique dans le discours intellectuel, qui était absent jusqu'à là. Donc il a eu ce rôle important. Et donc je l'ai soutenu en décembre 2019, donc un peu avant le Covid. Et je dois dire qu'effectivement, bon, le sous-titre, c'est comment le climat, les épidémies et l'énergie ont façonné la ville et les bâtiments. Et j'ai un peu l'impression que chaque année, avant c'était les épidémies, maintenant c'est l'énergie cette année. Ça prend on prend chaque année donne il y a un peu un argument qui se retrouve dedans. Donc l'année prochaine, il n'y aura plus rien. Ben, par contre, il y a le climat qui reste valable depuis tout le temps. Donc, donc ce livre, en fait, il est composé de 14 chapitres qui repartent depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui et qui essayent de comprendre en fait comment l'architecture s'est développée, notamment par rapport à des questions, on pourrait dire matérielles. Et je dirais qu'il y a des choses qui sont connues, mais on les avait un peu oubliées. Ces 50 ou 70 dernières années, puisque d'une certaine manière, on peut dire que le charbon, le pétrole, les antibiotiques et les vaccins nous avaient un peu détachés, comme ça, on pourrait dire, des conditions matérielles ou des conditions terrestres, comme dit Bruno Latour. Et finalement, aujourd'hui, à cause des virus, à cause de l'énergie, à cause du réchauffement climatique, ben, tout d'un coup, on atterrit et on comprend que finalement, nos sociétés sont aussi liées à des questions matérielles. Et si ces conditions matérielles changent, ben, tout peut changer. Et donc, on a intérêt à comprendre ça. Et l'architecture aussi, on peut comprendre que l'architecture n'est pas seulement des questions culturelles, c'est aussi, enfin, culturelles dans le sens des questions d'idées ou de symboles, mais c'est aussi des questions pratiques et des questions matérielles. Et qu'en réalité, beaucoup de formes culturelles sont à la base des formes pratiques, qui avaient des raisons pratiques. Et c'est des choses qu'on a un peu oubliées. Je vais montrer quelques exemples par rapport à ça. Mais je vais commencer directement avec l'avant-dernier chapitre du livre, qui s'appelle Comment le CO2 modifie la forme architecturale aujourd'hui. Et, euh, et donc, le livre, enfin aussi, ça permet aussi de placer en fait la situation actuelle. En fait, on peut voir là l'évolution des températures depuis 10 000 ans. Donc, on voit il y a des moments où les températures, là, c'est la moyenne, la moyenne, on dit 1960 comme ça, à 11 degrés, 12 degrés, la moyenne globale de la planète. Et puis on voit qu'il y a des moments de réchauffement et puis des moments où ça se refroidit. Et puis les moments de réchauffement peuvent être à un moment donné liés à des moments d'abondance aussi, l'optimum climatique romain ou alors le bel âge, le beau Moyen Âge en fait correspondent à des moments plus optimales au niveau des températures. Après, il y a le petit âge glaciaire au XIVe siècle avec la peste et puis tout un épisode très difficile. Et puis là, on voit qu'on est dans ce moment-là avec ce réchauffement climatique qui est en train de monter à des niveaux totalement qui dépassent absolument tout ce qu'on a connu jusqu'à présent, quoi.
Donc là, on voit aussi la quantité d'énergie disponible. Ça, c'est aussi intéressant, et notamment par rapport à la question de la pierre. En fait, là, ce qu'on voit, c'est que au départ, on n'a que les muscles, si on veut, pour faire des choses. Et puis après, bon, il y a l'agriculture, l'élevage, enfin, les animaux qui permettent de faire des choses. Ensuite, il y a aussi eu d'autres des convertisseurs, on dit, enfin, aussi le vent, l'éolien, les moulins, les bateaux à voile, des choses comme ça qui donnent un peu plus d'énergie. Et puis la grande transformation, c'est l'introduction à la fin du XVIIIe siècle du charbon, du gaz, enfin des énergies fossiles. Et on dit que les énergies fossiles donnent l'énergie à chacun de nous de 200, c'est comme si on était accompagné en permanence de 200 esclaves qui, pendant que je parle, il y en a qui sont au champ en train de préparer du blé pour que ce soir je puisse manger du pain, il y en a d'autres qui sont en train de pédaler pour allumer la lumière. Donc en fait, chacun de nous, on vit en continu avec 200 esclaves qui travaillent pour nous. Et ces esclaves, en fait, c'est le charbon, c'est les énergies fossiles qui font ça. Et ce qu'on voit aussi, c'est que l'architecture, les formes architecturales, on le verra après, sont liées à ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on a pu construire en béton ou en acier, c'est parce que, en fait, par exemple, pour fabriquer du béton, en fait, il faut prendre de la pierre calcaire, il faut chauffer cette pierre calcaire à plus de 1500 degrés. Donc, avec du bois, c'est difficile d'atteindre ces températures. Avec du charbon, on y arrive beaucoup mieux. Et donc, on fait chauffer cette pierre, et cette pierre, elle se dissout et elle émet du CO2 dans sa dissolution. Et puis après, on arrive à faire du ciment, et puis après, on prend des agrégats, du sable et des cailloux pour faire le béton. Et donc, en fait, le béton armé qu'on connaît, avec lequel on travaille, en fait, il est issu du charbon. C'est-à-dire, sans l'énergie fossile, on ne pourrait pas avoir le béton. En fait, le béton des Romains, par exemple, le ciment des Romains, il avait été fabriqué par les volcans, par l'énergie des volcans. En fait, c'était du ciment qui venait de la chaleur des volcans. Donc, ils n'avaient pas le charbon pour faire monter ces températures. La même chose, l'acier, on doit aussi monter à 1500 degrés pour faire les poutres en acier, pour faire tout ça. Et donc, si on a pu faire des gratte-ciels en acier, construire en acier, c'est aussi lié au charbon. Donc, en fait, ça, c'est aussi un peu un renversement dans mon livre, c'est de dire que, en fait, on a eu une vision historique trop anthropocentriste. On croit que les humains sont responsables de tout, mais en réalité, on peut aussi penser que qui est le vrai architecte du gratte-ciel, c'est peut-être pas Mies van der Rohe, c'est peut-être plutôt le charbon. Enfin, en fait, Mies van der Rohe, il fait ce que le charbon lui permet. C'est le porte-voix du charbon, si on veut. Et s'il n'avait pas de charbon, il ne ferait pas de gratte-ciel, quoi. Donc, ce n'est pas lui qui a l'imagination du gratte-ciel, c'est le charbon qui permet d'imaginer le gratte-ciel. Et donc, si on n'a plus à un moment donné de charbon, parce que le charbon émet trop de CO2, ben, on va plus pouvoir faire des constructions en acier et en béton, parce que ça émet beaucoup trop de CO2 et ça nécessite trop d'énergie. Et donc, on est obligé de revenir à des matériaux qui nécessitent moins d'énergie, comme la pierre, la paille ou la terre crue. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un retour actuellement de tous ces matériaux. C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas les architectes qui pensent que la pierre, c'est mieux que le béton, c'est simplement les conditions matérielles qui sont en train de tourner, qui font qu'on ne peut plus émettre autant de CO2, on ne peut plus employer autant d'énergie, et donc forcément, forcément les matériaux changent, donc on commence à abandonner le béton au profit de la pierre, parce qu'on ne veut plus émettre de CO2, sinon on arrive au réchauffement climatique, et puis aussi parce qu'à un moment donné, on n'a plus assez d'énergie pour ça. Et donc la conséquence, c'est qu'il y a une conséquence étonnamment, et ça c'est ce que disait Karl Marx dans l'idée du matérialisme historique, c'est que finalement la forme des sociétés, ou même les valeurs morales et les valeurs esthétiques changent en fonction des conditions matérielles. C'est-à-dire que si, par exemple, tous les architectes, il y a 5 ans, tout le monde aimait le béton, on était fascinés par les beaux bâtiments en béton, et notamment en Suisse. La Suisse savait bien faire le béton, donc les architectes étaient fascinés par le beau béton suisse. Et là, depuis 5 ans, plus personne n'aime le béton. Enfin, donc en fait, les critères de beauté changent en fonction et c'est assez étonnant. La même chose,
je ne vais pas parler de politique, mais la même chose, à un moment, on parlait de la Coupe du Monde au Qatar. Personne ne voyait de problème il y a 5 ans et on ne voit que des problèmes aujourd'hui. Enfin, en tout cas, on pouvait en voir un peu, mais aujourd'hui, ils sont très évidents. Pour rappeler quelque chose sur le réchauffement climatique, peut-être, là c'est assez simple pour comprendre ça. Là, on voit les températures qui, depuis 1880, sont en train d'augmenter, comme ça, qui ont déjà 1,1 degré. Et donc, ça, c'est des mesures qui ont été faites. Et puis, en fait, ça a été mis en relation avec les émissions de CO2, enfin la quantité de CO2 dans l'atmosphère, en fait, qui était moins de 300 ppm là, autrefois, et puis qui est passé à plus de 400 aujourd'hui, qui a doublé quasiment. Et donc on savait depuis le 19e siècle que c'était Joseph Tyndall qui avait montré que le CO2 était opaque dans les infrarouges et transparent dans les visibles. C'est-à-dire là, il y a plein de CO2 dans nous, mais on voit à travers dans le visible. Par contre, les infrarouges, c'est opaque, ça cogne contre certaines longueurs d'onde dessus. Donc ça, on le savait déjà. Et on savait, il y avait eu des hypothèses aussi que les variations de CO2 dans l'atmosphère terrestre avaient pu entraîner des variations de température aussi sur la planète. Et donc il y avait ce soupçon que l'augmentation de la température était liée à l'augmentation des émissions de CO2 qui viennent bien sûr des énergies fossiles, parce qu'à chaque fois qu'on brûle du charbon pour faire avancer une voiture ou pour produire une poutre en acier, ben on émet du CO2 et qui s'accumule dans l'atmosphère, et donc on transforme l'atmosphère, et donc il y a voilà, ça monte comme ça. Donc cette date-là, cette augmentation commence au début de la révolution industrielle, au moment où on commence à émettre, à brûler du charbon pour faire avancer les machines, quoi. Alors après, les différentes universités à travers le monde ont commencé à faire des modèles informatiques où ils introduisaient justement ce qu'ils appelaient des forcings, et ils ont introduit par exemple le CO2, et quand ils introduisent le CO2 dans leur modèle informatique, ils arrivent à des courbes quasi similaires à ce qui s'est passé réellement. Donc c'est pour ça que le fait d'introduire c'est pour ça qu'on a pu dire de manière sûre que c'était les émissions humaines de CO2 qui étaient responsables du réchauffement climatique, puisque ça correspondait dans les modèles. Alors pour comprendre ce qui se passe, c'est que le Soleil, durant la journée, il envoie des ondes comme ça, à la fois des infrarouges et de la lumière visible, qui tapent la Terre. La Terre, elle chauffe, et en retour, elle émet des infrarouges, en fait. Et quand il n'y a pas de CO2, bah, ça ressort, et donc ça refroidit. Enfin, il y a une partie qui est absorbée quand même. Mais quand il y a du CO2, en fait, ça cogne, les infrarouges cognent contre dedans, et donc il y a le réchauffement climatique, quoi. Donc c'est ce qui se passe dedans. Et là, on voit juste, ça c'est les émissions, les longueurs d'onde en haut de l'atmosphère, en bas de l'atmosphère. Donc on voit qu'il y a, ça c'est ce qui arrive sur nous. En fait, la lumière qui est en haut de l'atmosphère est beaucoup plus bleue qu'en bas, qu'au niveau de la mer. En fait, il y a une perte d'absorption. Bon, on voit et puis ça, c'est les infrarouges réémis par la Terre, qui ressortent. Là, on voit le visible. Donc la partie visible, c'est celle-là. Donc c'est entre le violet et le rouge, si on veut. Et ça, on ne les voit pas, c'est des infrarouges. Et ça, c'est la partie qui ressort. Et ça, c'est la zone d'absorption du CO2. En fait, le CO2, il est transparent ici, dans le visible, mais par contre, dans les infrarouges, il est opaque, quoi. Et donc, quand on superpose les deux, ça fait le réchauffement climatique, ça bloque les choses. Alors après, on se dit, alors il faut arrêter d'émettre du CO2. Et donc, quand on regarde au niveau global où sont les émissions de CO2, on voit que les transports, donc les voitures, c'est 23%, mais on voit que les bâtiments, c'est 39%. Donc c'est pour ça que les architectes sont en première ligne pour lutter contre le réchauffement climatique, puisque 40%, 39% des émissions de CO2 provient des bâtiments. Et ça provient, alors là c'est aussi très important de voir ça, les 3/4 proviennent à la base du chauffage, c'est-à-dire que c'est quand on brûle pour se chauffer, ou alors pour produire l'air conditionné, ou l'eau chaude. Enfin, il y a là aussi l'eau chaude qui est dedans, je crois. Et puis l'éclairage, c'est le fonctionnement du bâtiment. Et 1/4, c'est les matériaux. C'est pour ça qu'il y a quelques années, par exemple, on voyait beaucoup des bâtiments soi-disant écologiques qui étaient construits en pierre ou en bois, mais très mal isolés.
Et en fait, ça n'avait aucun sens. C'est-à-dire que ça avait un sens, un quart de sens, quoi. Mais si on n'isole pas bien, il faut bien isoler. C'est pour ça que les premiers programmes de lutte contre le réchauffement climatique, ils se sont attaqués à ça, en Suisse ou en Allemagne, avec les programmes Passive House ou Minergie. C'était de réduire la consommation d'énergie en isolant très bien le bâtiment. Et puis aujourd'hui, comme ça, c'est une réussite, si on veut, ça marche bien. Et ben maintenant, on s'attaque aussi à cette partie-là, quoi. Mais il y a eu d'abord une première partie qui était sur ça. Là, on voit, ça c'est une étude qui a été faite récemment en Autriche. Ça montre, par exemple, si on prend les immeubles de bureaux, ça c'est la partie de la consommation d'énergie, c'est de l'émission de CO2 pour le chauffage des bâtiments, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, comme ça. Ça c'est la partie de CO2 émis par les matériaux de construction. Donc on voit que ce n'est pas un gros problème au départ, que ce soit en aluminium, en bois, ou en pierre, ou en béton. Bon, c'est un peu, le plus gros problème, c'est ça. Alors ça, c'est les nouveaux standards, donc les réglementations comme RT 2020, RE 2020 ou les nouveaux standards. Et puis ça, si on irait encore plus loin, on voit que tout d'un coup, en isolant très bien les bâtiments, on a finalement résolu tout ça. Et donc on voit que les matériaux de construction deviennent le problème, quoi, ou deviennent la moitié du problème. Donc c'est pour ça que là, on se dit, bon, bah, maintenant, on va arrêter de construire en béton, on va plutôt construire en pierre, parce que quand on construit en pierre, on utilise très peu d'énergie pour construire en pierre, contrairement au béton qui émet beaucoup de CO2. Voilà. Donc là, ça c'était ce premier quart. Alors bon, c'est toute cette question d'empreinte carbone des matériaux. Alors ça, il y a des choses qui sont parfois contre-intuitives. Par exemple, un sol en plastique recyclé est un matériau qui a moins de CO2, qui émet moins de CO2 qu'un sol en pierre, par exemple. Parce qu'en fait, le plastique recyclé, en fait, il émet du CO2 lors de sa constitution, mais quand on le recycle, en fait, il y a très peu. Donc, il y a des choses un peu contre-intuitives parfois, comme ça. Mais si je continue, là, la grande partie, c'est ça. Je vais revenir un peu là-dessus après. La grande partie, c'est ça. Donc, c'est le chauffage des bâtiments. Alors, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est cette question de transition énergétique. C'est ça, c'est-à-dire qu'on brûle des énergies fossiles pour se chauffer, comme ça, et on émet du CO2. Et on doit arriver à ça, où on ne brûle plus de CO2. Donc ça, c'est la transition énergétique qu'on doit faire. Mais le problème, c'est que l'énergie qu'on a au niveau global, dans le monde, en fait, on voit que 85%, c'est la partie rouge, est des énergies fossiles. Et qu'il y a 10% d'énergie renouvelable et 5% de nucléaire. Donc les parties bleues, là, n'émettent pas de CO2. Donc en fait, ce qu'on devrait faire, c'est transformer tout ça en bleu, quoi. Et c'est pour ça que ça met du temps. C'est pas facile de transformer les voitures qui fonctionnent au pétrole pour qu'elles fonctionnent au vent. Ou c'est pas facile de faire transformer voilà. Il y a toutes des infrastructures qui sont faites pour. Mais bien sûr qu'on pourrait aller beaucoup plus vite. Alors, ça, si on se dit. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que dans un premier temps, comme on peut pas, parce que quand on aura transformé toutes ces énergies-là, toutes ces énergies deviendraient renouvelables, on n'aura plus besoin on pourra dépenser autant d'énergie qu'on voudra. On pourra. Par contre, comme pour le moment, il y a une grande partie qui est issue des énergies fossiles, on est obligé de réduire la consommation d'énergie. En fait, la réduction des consommations d'énergie, elle est liée au fait qu'on dépend trop des énergies fossiles. Mais quand on n'aura plus d'énergie fossile, on n'aura plus besoin de se limiter. En fait, et donc c'est pour ça qu'il y a tous ces programmes d'isolation, de réduction de ça qui ont été mis en place parce qu'on était encore dépendant de ça. Donc là, on voit, juste pour montrer qu'un ancien bâtiment, on était obligé de lui mettre 600 mégajoules par mètre carré pour le chauffer en hiver. Il perdait plein par les vitrages. C'est la plus grosse perte s'il y a du simple vitrage. Il y a tout qui part par là, par les murs mal isolés, par les rejets comme ça. Et puis, si on isole thermiquement le bâtiment, qu'on met du double vitrage ou triple vitrage, qu'on gère mieux la ventilation, on arrive à réduire, là on est à 100 mégajoules par mètre carré. Donc on réduit par 6 ou plus. Et puis on pourrait arriver à 0, quoi. Donc ça, c'est comment réduire la consommation d'énergie. C'est assez simple en réalité. C'est mettre 25 cm d'isolation thermique continue tout le temps, des triples vitrages ou double vitrages. Puis après, il faut gérer
la ventilation, parce qu'à chaque fois qu'on ouvre les fenêtres en hiver, on fait rentrer des gigantesques quantités d'air froid qu'on doit réchauffer à nouveau. Et donc on dépense plein d'énergie pour ça. Donc ça c'est tous les systèmes Minergie Passive House qui sont apparus dans les années 90 suite au premier GIEC, au premier sommet de la Terre, quand on a pris conscience qu'il y avait un réchauffement climatique. Donc le réchauffement climatique, on en a pris conscience que dans les années 90, pas du tout dans les années 70. C'est pour ça qu'il n'y a aucun rapport entre le réchauffement climatique et la crise écologique des années 70. Enfin, il n'y a pas de rapport en réalité. Et donc ça, c'est ces premières mesures. Et moi, dans mon travail, ce qui m'a intéressé, c'était de me dire que toutes ces questions-là pouvaient être des questions d'architecture et pas forcément des questions techniques. Les architectes pouvaient, un peu comme Mies van der Rohe qui a dit bon, ben, maintenant on construit en acier, alors quelle est la forme des bâtiments en acier? Il fait une esthétique de l'acier. Et ben, on peut se dire, ben, alors que maintenant on construit avec l'isolant thermique, quelle est la beauté de l'isolant thermique? Quelle est la forme de la ventilation double flux, quoi. Donc, là, en fait, par rapport à l'isolation thermique, une chose qui est intéressante de voir, c'est la question de la conductivité thermique. En fait, quand on met un isolant thermique, c'est des bulles d'air qui sont... en fait, c'est de la laine, ça peut être de la laine, autrefois c'était de la laine de roche ou laine de verre, maintenant c'est plein de laine de pêtre recyclée ou de chanvre ou de paille, enfin toutes sortes de laines ou de cellulose recyclée. Et ces laines-là, en fait, elles contiennent c'est des fibres qui contiennent à l'intérieur des bulles d'air et les bulles d'air sont très peu isolantes, sont très isolantes. C'est l'air qui est à l'intérieur qui est isolant, comme à l'intérieur des plumes de canard ou à l'intérieur des poils des animaux, il y a des bulles d'air qui font l'isolation, qui font qu'ils n'ont pas froid en hiver, quoi. Donc, on est obligé de mettre ça. Et donc, chaque matériau a des isolants thermiques, quoi, différents. Alors, là, j'aimerais juste montrer une étude pour dissiper un peu un malentendu, parfois, parce qu'on entend parfois des gens qui disent, même récemment encore, des gens qui disent « oui, la pierre, c'est un bon matériau isolant, c'est bien, autrefois on construisait bien, on savait comment faire les choses ». En réalité, c'est totalement faux. C'est-à-dire la pierre, c'est un très mauvais isolant. C'est-à-dire là, on a fait des comparaisons. Si on met 20 cm d'isolation thermique autour d'un bâtiment, si on veut faire la même chose avec la pierre, il faut un mur de 9 mètres d'épaisseur, en fait, pour atteindre la même performance Donc, en réalité, la pierre n'isole pas. Le froid, il traverse la pierre comme dans du beurre, quoi. Donc, c'est pas du tout... La pierre a un intérêt en tant qu'inertie thermique, de stockage. Je vais montrer un projet comme ça pour stocker de la chaleur. Par exemple, en hiver, s'il y a du soleil qui tape sur la pierre, ben, ça peut l'emmagasiner, la rétrocéder durant la nuit. Comme ça, l'excès de chaleur de la journée est redonné la nuit. Ou alors en été, on en parlait tout à l'heure, le free cooling. Comme ça, on vient rafraîchir durant la nuit des masses de pierre ou de béton ou de masse minérale comme ça, qui par inertie thermique vont se refroidir durant les 10 heures de la nuit et puis la journée vont rétrocéder cette fraîcheur et donc ça va baisser la température. Mais la pierre elle-même, en fait, elle n'a aucun pouvoir d'isolation. C'est pour ça que là, en ce moment, on voit pas mal de bâtiments en pierre apparents en façade. C'est absurde. En fait, la pierre doit être à l'intérieur de l'isolation thermique. Donc ça n'a pas de sens de faire des bâtiments en pierre apparente aujourd'hui à l'extérieur. Si, ça a un sens au niveau du CO2 si on veut, mais à l'extérieur ça ne sert à rien. Enfin, il faut que le mur porteur en pierre soit à l'intérieur et que tout ça soit recouvert d'isolation thermique par l'extérieur. Alors maintenant j'aimerais présenter deux projets qui étaient des vieux projets sur ces questions-là. Alors le premier c'est un projet de design, c'était le VIA qui s'appelle maintenant le French Design, c'est de la promotion du design des designers français. J'avais gagné la carte blanche, c'est une sorte on reçoit un budget pour faire un projet. Et j'avais appelé ça terroir déterritorialisé avec un peu l'idée de l'anthropocène, mais je ne connaissais pas le mot à l'époque, qui était de dire qu'autrefois on chauffait à l'intérieur des maisons. Et si on veut, donc à l'intérieur des maisons c'était artificiel et à l'extérieur des maisons c'était naturel, si on veut. C'était l'hiver dehors et à l'intérieur on avait recréé artificiellement l'été, quoi, dans une maison. Et
avec le réchauffement climatique, on s'aperçoit que tout d'un coup, les humains sont plus seulement en train de réchauffer à l'intérieur de la maison, mais aussi à l'extérieur. Enfin, finalement, toute la planète, toute l'atmosphère est chauffée. Donc, en fait, c'est pour ça que le philosophe Peter Sloterdijk disait, il parlait de l'atmosphère en disant maintenant on vit dans un grand intérieur, il n'y a plus d'extérieur. Enfin, tout le monde est devenu un intérieur. Et donc, par rapport à ça, j'avais proposé de faire un projet où on recrée du naturel à l'intérieur. C'est-à-dire il y avait une forme d'inversion, tout d'un coup il y a le réchauffement climatique à l'extérieur, donc le monde est devenu artificiel, et puis on va recréer du naturel à l'intérieur. Mais un naturel qui est complètement refabriqué, recomposé comme ça, et qui s'appuyait sur du chauffage, de la ventilation double flux et un éclairage au LED, comme ça, avec tous des systèmes performants au niveau énergétique. Alors le premier, c'était une aération double flux, comme ça. Donc le système des doubles flux, c'est plutôt que d'ouvrir les fenêtres en hiver et de ne pas contrôler la quantité d'air froid qui vient, c'est de savoir il faut changer peut-être 3 litres par minute d'air, donc on va changer pile ces 3 litres et pas 30 litres. Et donc on fait rentrer de l'air froid de l'extérieur qui passe dans des lames d'échangeurs de chaleur, comme ça, en aluminium pour échanger la chaleur. La chaleur sortant préchauffe la froideur de l'air rentrant, puis après ça part, et puis après c'est repris comme ça. Et donc on avait fait ça, et puis on s'était dit, bon, finalement, on va, comme c'était pour Paris, on s'est dit, on va recréer un intérieur parisien. Alors pour moi, c'est un peu historique, parce que c'était une forme de postmodernisme intériorisé. Parce qu'à l'époque, les architectes postmodernes aimaient bien faire des bâtiments en pierre ou en couleur pierre à Paris, calcaire, où c'était que des images à l'extérieur, comme des images de façade à l'extérieur. Et là, l'idée était de reconstituer à l'intérieur du bâtiment un parfum parisien, ou une espèce d'image parisienne, mais physiologique, au niveau au niveau des odeurs. Donc on avait regardé toutes les essences de bois qui étaient autour de Paris. Et puis on avait fait ce mélange des différentes essences de bois qu'on avait empilées à l'intérieur, et puis qu'on avait mis donc réparti comme ça. Et donc l'air, quand il traversait, donc ça c'est le modèle qui a été créé, et donc quand il traversait dedans, il se parfumait comme ça du bois parisien avant de sortir, quoi. Et puis le bois avait aussi un rôle d'humidité, d'absorption de l'humidité, enfin de régulation de l'humidité. Le deuxième chose, c'était le chauffage. Là, on a créé en fait une forme de chauffage convectif par vent, enfin on va le voir après, mais en créant aussi un courant d'air qui reprenait en fait le vent parisien qui vient plutôt de l'ouest. Et puis ce chauffage-là, c'est un chauffage au sol, composé aussi des pierres des différentes pierres calcaires qu'on trouvait autour de Paris. Donc on avait fait un peu la moyenne comme ça, et qui composait ensuite ce plateau de pierres intérieures, et avec la direction du vent dedans. Et puis le troisième, c'était l'éclairage. Là, on avait pris l'éclairage du 15 mai pour des questions de mélatonine, d'hormones, des choses comme ça. Et donc on proposait d'avoir en fait on pouvait choisir, c'était le 15 mai comme ça, et on peut soit fonctionner toujours au 15 mai, donc ça fait, soit on peut choisir être à midi le 15 mai, ou à 4 heures de l'après-midi, on pouvait tourner ça, et donc ça donne soit une pleine lumière ou moins de lumière, comme ça à l'intérieur, avec aussi des variations de température, de couleur à l'intérieur. Donc ça, on voit la lampe là, comme ça, avec ces variations ici. Et ça, c'était le modèle qui avait été construit. Donc finalement, en fait, on renaturalisait l'intérieur comme ça, en disant, bon, finalement, on retrouve la géologie intérieure, la pierre parisienne, on retrouve les essences de bois, on retrouve la lumière, comme ça, qui est reconstruit dans un monde qui est devenu complètement artificiel à l'extérieur, en disant à l'extérieur, en réalité, c'est plus du tout naturel. À cause du réchauffement climatique, tout a été transformé, la planète entière. Donc le naturel n'existe plus, et on recompose en fait
Donc c'est pour ça que ça s'appelait terroir déterritorialisé. Donc le territoire a été détruit, si on veut, par le réchauffement climatique, et on reterritorialise artificiellement à l'intérieur. Et puis après, ça c'était dedans, ça c'est un principe de convection qu'on a souvent utilisé, où plus on monte, plus il fait chaud, et donc on peut choisir où on veut s'asseoir. Si on est frileux, on peut monter en haut, et puis on peut descendre plus bas dans les parties plus fraîches en bas, parce que naturellement l'air chaud monte comme ça. Donc finalement on avait cette recomposition comme ça d'un intérieur qui cherche à donner des réponses à la fois esthétiques et architecturales à des problèmes de performance énergétique, de performance de lumière et de design de l'atmosphère intérieure, si on veut. Là, je vais présenter un autre projet, un concours qu'on avait fait en 2008, qui est aussi en pierre, où on avait repris, en fait, on était parti sur l'idée de la ventilation double flux, en fait, en disant que aujourd'hui, dans les bureaux, voilà, on a cette ventilation. Et le principe était de se dire que finalement, les gaines de ventilation qu'on cache derrière les faux plafonds, on pourrait les élargir et se dire qu'elles deviennent habitables. Et en fait, on pourrait même se dire que toute la maison est en réalité une gaine de ventilation habitable. C'est-à-dire qu'on vit dans une gaine de ventilation. Et donc, on l'élargit pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Et après, on se dit, mais alors, elle est faite comment, cette gaine de ventilation ? Et là, on propose finalement, on se dit, bah, c'est un vent, en fait, on construit un vent. Enfin, quand on met de la ventilation, on est en train de construire des vents d'intérieur, quoi. C'est des brises d'intérieur. Et donc, on vient designer cette brise d'intérieur. Et donc là, on a repris, en fait, un peu de la même manière, on reprenait depuis la mer toutes les essences de pierre qui étaient traversées par le vent avant d'arriver à Paris. Qui était recomposé comme ça à l'intérieur, depuis l'océan jusqu'à Paris, comme ça, avec ces différents types de pierres. Et puis, finalement, notre couloir de ventilation, qui est là, en fait, il reprenait proportionnellement, en fait, en miniature, depuis Le Havre jusqu'à Paris, comme ça. Donc, on avait le Crétacé supérieur ici, donc des pierres, différents types de pierres, comme ça, qui composaient le couloir ici. Et ce couloir-là, donc c'était une gaine de ventilation qu'on voit ici. Donc en fait, l'air arrive et soufflé à l'intérieur. Après, ça rentre dans tous les bureaux qui sont sur les côtés. Puis après, c'est repris en périphérie. Il y a un échangeur de double flux et ça ressort, quoi. Donc en fait, l'idée était de se dire que ces ventilations double flux, plutôt que de dire que c'est moche, que c'est purement technique et que ça nous ennuie, on pourrait se dire, bah non, finalement, c'est ça les modalités de l'architecture d'aujourd'hui. Et donc, on pourrait se dire que finalement, la gaine de ventilation est l'architecture d'aujourd'hui. Donc là, on voit des coupes là, sur cette gaine en plan, voilà, qui avaient différents, qui passaient. Et puis, en coupe, comme ça, là, on la voit. Et puis après, quelques images en rentrant à l'intérieur. Donc voilà, là on était à l'intérieur de cette gaine de ventilation composée en pierre, qui se parfume, si on veut, un peu de cette pierre, de cette géologie là, et puis l'air neuf rentre par là à l'intérieur des... Voilà, et puis on avait quelques arbres parisiens aussi à l'intérieur de ce couloir, comme ça. Maintenant, je vais passer à un autre chapitre du livre, qui est sur c'est le chapitre 3, c'est ce que l'espace public doit à la recherche de fraîcheur. Alors là, il y a un point assez intéressant, c'est celui de la basilique et des églises en Italie, et notamment de Saint-Pierre-de-Rome. Et il y a plusieurs textes, notamment il y a une promenade de Viollet-le-Duc au 19e qui va visiter Saint-Pierre-de-Rome, et qui parle de la fraîcheur qu'il découvre à l'intérieur de Saint-Pierre-de-Rome en plein été. Il rentre dans l'église et il fait frais. Et donc, il constate que finalement, l'église est aussi un lieu, parfois aujourd'hui on parle de refuge climatique. En réalité, les églises avaient aussi ce rôle d'être
des lieux publics où on pouvait se réfugier quand on avait trop chaud dehors, quoi. On a un peu perdu cette idée-là, mais l'Église avait ce rôle-là en Italie. C'est aussi pour ça qu'il y a des églises dans tous les quartiers. C'est aussi parce que c'est finalement des lieux où on peut se réfugier quand on a trop chaud, quoi. De la même manière que les cafés étaient autrefois aussi des lieux où on venait se réfugier quand on avait trop froid. Là, je lisais un livre il y a une semaine où avec Roland Barthes qui allait écrire dans les cafés parce qu'il avait, il avait trop froid chez lui et il n'avait pas l'argent pour se payer du bois et donc quand il n'y avait pas de chauffage central, donc les gens allaient se réchauffer dans les cafés. Donc les lieux publics avaient ce rôle des lieux qui avaient des valeurs climatiques également. Et donc sur Saint-Pierre-de-Rome, il parle de la pierre, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans des traductions de Vitruve ou par Claude Perrault ou d'autres. Il parle du choix de la pierre, par exemple du marbre. À Saint-Pierre-de-Rome, c'est donc avec du marbre, et il parle du fait que quand on touche le marbre, il est froid, quoi. Si on touche de la laine, c'est chaud. Et donc, la valeur, le fait de choisir de la pierre, du marbre froid comme ça, comme revêtement, c'est pas du tout ce qu'on nous a raconté ces 50 dernières années, qui était qu'on choisissait du marbre pour faire riche ou pour faire italien. Enfin, les Italiens ne voulaient pas faire italien en Italie. Enfin, ils choisissaient du marbre pour ses pouvoirs rafraîchissants, et c'est bien décrit comme ça. Et donc, nous, on a perdu cette valeur au XXe siècle, cette valeur rafraîchissante du marbre, et on le voit que comme un matériau de prestige, en fait, qui veut communiquer des symboles sociaux, et on a perdu la valeur matérielle du choix des matériaux. C'est pour ça qu'en fait, quand on choisissait, on faisait un sol, quand on avait un tapis autrefois, c'était pour ne pas se refroidir les pieds. Enfin, c'était pas pour faire joli dans l'appartement. Enfin, c'était parce qu'on avait trop froid aux pieds, donc on mettait des tapis. Ou on mettait des tapisseries au mur parce qu'on avait trop froid, les murs étaient trop froids, quoi. Donc tous les éléments de décoration et les choix des matériaux avaient des valeurs thermiques dont on a perdu l'usage à cause ou grâce au pétrole, au charbon et au chauffage central et à l'air conditionné, qui fait que tout d'un coup, avec l'air conditionné, on n'a plus besoin de mettre de marbre. On peut mettre n'importe quoi. Avec le chauffage central, on n'a plus besoin de mettre de tapis ou de construire en bois. Et donc là, dans l'exposition à l'Arsenal, donc voilà, on montrait ici le marbre et ces choix de matériaux. Et puis ces grands espaces romains, voilà, en marbre, qui étaient des lieux de rafraîchissement avec un trou, on le verra après, pour évacuer l'air chaud. En fait, l'air chaud monte, comme je le montrais tout à l'heure, et donc on ouvre, c'est comme une cocotte minute. Si on bouche le haut, ben, ça va surchauffer, on débouche et ça fait sortir l'air chaud, et donc on a froid en bas, quoi. On permet de... Et donc la même chose, les arbres qui est rafraîchissant. Et là, je vais montrer un concours qu'on a gagné pour la Maison de la Radio à Paris, pour le cœur de la Maison de la Radio, qui est en cours de transformation, de rénovation. Et en fait, il y a différents concours qui sont lancés pour différentes parties. Et nous, on travaillait sur le cœur de la Maison de la Radio, ici, pour en faire un espace public. Et c'est ce qui était demandé. Donc, avec un café, un théâtre, enfin un lieu de concert en live, une librairie, et puis des expositions, enfin tout un lieu, une place, ils appelaient ça l'Agora. Ça doit s'appeler l'Agora, donc un lieu où on peut aller le soir, prendre un verre. Là. Alors, en fait, on a commencé à se poser la question du café. On s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire le café, où est-ce il serait bien dans cet endroit? On pourrait se dire, ben, en fait, le café, il est bien à l'ombre en été, et il est bien au soleil en hiver, quoi. Donc en fait, il n'y a pas une bonne position de café, il y a une forme de gradation de café, quoi. Et donc on a fait un modèle informatique d'analyse du soleil qui arrive dans l'Agora, ici. En rouge, c'est là où il y a beaucoup de soleil, en bleu, c'est là où il n'y a jamais de soleil. Et donc on voit ces parties qui sont plus ou moins lumineuses à l'intérieur. Et puis par rapport à ça, on se dit, ici on va mettre plutôt des tables pour l'hiver, et là on va mettre, pour boire une menthe à l'eau fraîche, on va plutôt aller là, quoi. On va faire ça. Et donc on crée, en suivant la géométrie du bâtiment, on crée toute une gradation de lignes à l'intérieur qui après sont matérialisées, enfin qui suivent d'abord les questions d'ensoleillement, et puis qui après sont matérialisées avec ce qu'on appelle l'effusivité thermique. Et donc l'effusivité thermique, c'est
c'est la capacité d'un matériau à absorber la chaleur ou pas, à échanger de l'énergie avec un autre matériau au contact. C'est-à-dire que si je touche avec ma main de la pierre, je la sens froide, la pierre, disons qu'il fait 20 degrés dans cette salle, la pierre sera à 20 degrés aussi. Si je touche, moi ma main est à 35 degrés, si je touche la pierre à 20 degrés, en fait, la pierre va me sucer de la chaleur et va me refroidir réellement. Ce n'est pas qu'une sensation, c'est que je perds de la chaleur. Si je reste pendant 5 ans comme ça, à la fin, je ferai 20 degrés. Ça me suce la chaleur. Donc, par contre, si je touche du bois ou de la laine, en fait, l'effusivité thermique de la laine est très faible. Donc, en fait, je le sens chaud, alors que en réalité, la laine est aussi à 20 degrés. Mais comme il n'y a pas d'échange thermique, ça reste à la même température. Donc, on se dit, en hiver, c'est mieux de mettre de la laine pour ne pas perdre, pour ne pas se refroidir. Donc, comme on doit passer à avoir des bâtiments à 19 degrés là maintenant pour l'hiver, il faut remettre des tapis pour ne pas se refroidir. Il faut bien sûr se coucher avec un bonnet. Il faut mettre des robes de chambre, et mettre des tapisseries au mur, remettre des tapisseries. Comme ça, donc en fait tout ce qu'on connaissait, toute la décoration d'intérieur du 18e, comme ça on doit la ramener à l'intérieur. Et bien sûr que quand en plein hiver, cet hiver, on ne va pas vouloir marcher pieds nus sur du marbre ou sur du métal. Donc on comprend que les choix des matériaux en fait, qui étaient faussés par le pétrole et le chauffage central. On croyait que en fait, on pouvait choisir comme on voulait, si on aimait. Quelqu'un aime le marbre, alors il va mettre du marbre, l'autre il préfère le bois, il met du bois. On croyait que c'était des choix purement subjectifs. En réalité, il y avait des choix purement animaux, on pourrait presque dire, de physiologie humaine. Et donc, là, dans ce café pour Radio France, on dit, en fait, on va faire une gradation de matériaux, donc avec une très haute effusivité, donc du métal, de la pierre, après du caoutchouc, du bois et de la laine, que des matériaux naturels en fait, qu'on vient placer dans les parties, on vient mettre de la laine dans les parties les plus chaudes et du métal dans les parties les plus froides, les moins ensoleillées, Et donc finalement on crée cette gradation comme ça, on voit le plan, entre ces parties en laine, si on veut. On peut boire du chocolat chaud, comme ça. On prend aussi, là, on fait des trucs, aussi c'est mieux d'avoir des chaises fermées parce qu'il n'y a pas de courant d'air, donc ça nous protège des courants d'air qui rafraîchissent par convection. Et puis, après, on passe au bois, comme ça, qui est un peu plus, on se rafraîchit un peu plus. Et puis après, on passe à la pierre. Là aussi, les meubles sont aérés, comme ça, donc il y a de la ventilation. On peut boire de la menthe à l'eau, et puis après on est dans le métal, comme ça, dans la partie la plus fraîche. Donc finalement on propose des gradations, on propose de matérialiser les espaces en fonction de ces... Et puis après on peut choisir où on veut aller en fonction de l'heure de la journée, en fonction de la saison, à l'intérieur de ça. Maintenant un autre chapitre sur l'énergie, alors dans laquelle la question aussi c'est ce que je disais un peu en introduction sur la question, effectivement si on a beaucoup d'énergie, on peut faire cuire les matériaux à très haute température et donc on peut faire de l'acier, de l'aluminium, du béton, et si on n'a pas d'énergie, on est obligé de prendre de la terre crue, de la paille et construire petit, parce que pour faire un gratte-ciel, on est obligé d'avoir des grues qui fonctionnent avec du pétrole ou de transporter par des locomotives, de transporter les choses. Donc là, par exemple, effectivement, cette ville de New York, ici, c'est uniquement le charbon qui a permis ces formes-là. Sans charbon, ça n'existe pas. Donc ça, c'était New York avant le charbon, si on veut, et puis ça, c'est New York après le charbon. Donc ce n'est pas tellement l'imagination humaine ce qui fait les formes architecturales, c'est plutôt la quantité d'énergie dont on dispose qui va faire les formes architecturales. Donc comme aujourd'hui on a moins d'énergie à disposition, bien évidemment qu'on aura des bâtiments moins hauts, plus en paille, plus en pierre, et moins de bâtiments en béton et moins de bâtiments en acier.
Là, un autre chapitre sur et je vais présenter un dernier projet, enfin ou deux projets encore, sur un point qui est assez intéressant sur les dômes, notamment, à la Renaissance, il y a une réapparition des dômes, un peu comme le Panthéon de Rome, avec ce principe-là qui était à la fois des principes de chaleur et de bonne santé, en fait. À l'époque de la Renaissance, donc on redécouvre les livres grecs, notamment Vitruve. Apparemment, il y a un exemplaire de Vitruve qui a été trouvé dans une abbaye en Suisse, qui est ramené et donc rediffusé à partir du 15-16e siècle. Donc avant, au Moyen-Âge, tous ces livres avaient disparu, de la même manière avec Hippocrate. Et Hippocrate disait que la maladie, en fait, était liée à la mauvaise odeur. En fait, c'était l'air qui était. En fait, Hippocrate disait que si on était malade tout seul, c'est ce qu'on avait mangé n'était pas bon. Si on est malade à plusieurs, c'est que l'air est mauvais. Et donc, si l'air est mauvais, on a plusieurs solutions. Soit on change d'endroit, donc on migre comme ça. C'est comme il y avait par exemple à Paris, les gens de Paris partaient à Saint-Germain-en-Laye. Pour chercher la bonne odeur de Saint-Germain-en-Laye, ou à Florence pendant la peste, ils partaient ailleurs. Et puis l'autre chose, c'était de changer le goût de l'air, si on veut, l'odeur avec les fleurs notamment. C'est pour ça qu'il y a tous ces tableaux de Fragonard du XVIIe, XVIIIe siècle qui sont pleins de fleurs, parce que la bonne odeur des fleurs et la garantie réelle pour eux, enfin ils pensaient réellement que on était en bonne santé grâce à la bonne odeur des fleurs. Et puis la dernière chose, c'est de mettre en mouvement l'air, d'activer l'air. Et donc, si on prend la Villa Rotonda, qui est de Palladio, de 1570, en fait, donc Palladio, il redécouvre l'architecture romaine. Il faut voir ça, c'est complètement de la science-fiction à l'époque, puisqu'à l'époque, on construisait en bois n'importe comment, enfin, au Moyen-Âge, c'était tout. Et là, il y a toute une composition, une réflexion architecturale qui est mise en place et qui s'inspire d'Hippocrate et de Vitruve et des principes climatiques et de santé. Et notamment, en fait, ce qu'explique Palladio, il dit pour l'été, c'est un peu le projet d'avant de Radio France, pour l'été, on va se mettre au nord, se protéger du soleil. Pour l'hiver, on va se mettre au sud. Donc c'est pour ça qu'il y a deux pièces pareilles en fait. Et puis le matin, on se met ici, l'après-midi, on va là. Enfin, donc la forme de cette maison est liée à ces saisons. Et puis ensuite, il veut faire cette pièce-là la plus froide possible. Alors pour ça, il empêche tout rayon de soleil de pénétrer à l'intérieur, de toucher le sol. Donc il crée ces portiques ici. Puis après, il dit encore qu'il faut aligner les fenêtres et les portes pour créer des courants d'air, pour que l'air puisse traverser toute la maison. Et puis la dernière chose, c'est au niveau de la coupe, c'est une reprise donc, du Panthéon de Rome. C'est de dire l'air chaud monte, donc comme une cocotte mini, on évacue par le haut l'air chaud pour garder de la fraîcheur. Et puis en plus, il crée un appel d'air par les caves qui fait rentrer en été, c'était une maison d'été, pour faire rentrer de l'air froid à l'intérieur. C'est ce qu'on voit ici. Il y a une plaque de pierre avec des trous qui appelle la froideur des souterrains, comme ça, qui monte à l'intérieur et qui rafraîchit la maison. Donc, en fait, c'est toute une construction climatique comme ça qui est mise en place avec cette maison. Nous, on a repris ce principe-là pour un concours récemment en Suisse, pour un bâtiment universitaire qu'on a fait l'année passée, qu'on a appelé la Climatech. Et en fait, il y a des principes, on a réduit plus fortement l'emprise du bâtiment, comme ça, qui est ce petit volume ici. Et puis, au niveau des principes, en fait, on a plusieurs principes, comme ça, un principe là, peut-être, qui est au printemps, quand il ne fait pas trop froid ou pas trop chaud, on peut juste ouvrir les fenêtres, et puis après, on a un appel d'air au milieu, comme dans la Villa Rotonda, comme ça, qui vient aspirer l'air chaud et l'air vicié au milieu, et on peut ouvrir ça. Et puis en été caniculaire ou alors en hiver, on fait rentrer
l'air froid, par exemple, dans ces tours, qui descend, est préparé par la géothermie, et qui est mis dedans, et puis qui est récupéré en périphérie et rejeté là. Alors je vais montrer comment ça marche. En fait, pour ça, on a voulu créer une sorte de dynamique thermodynamique comme ça entre la cave et la toiture, en disant que on pouvait créer en bas. En fait, l'université de Lausanne est située au bord du lac, et donc la nappe phréatique est très proche, elle est à moins 2-3 mètres comme ça. Donc on peut créer des sous-sols à moins 3 mètres, enfin, sans qu'il y ait de l'eau, et puis, mais dès qu'on va un peu en dessous, il y a de l'eau voilà, qui rentre dans la cave. Donc là, on propose en fait, d'ouvrir en été la nappe phréatique. On peut faire rentrer l'eau de la nappe phréatique dans le bâtiment pour rafraîchir dedans. Et là, on rafraîchit comme une fontaine, rafraîchit par évaporation. C'est-à-dire il y a le changement de phase entre liquide gazeux qui rafraîchit. Puis ça fait un peu comme un narguilé ou une pipe à eau, quoi. C'est-à-dire que l'air arrive dedans, il est rafraîchi, ça fait des bulles dedans, et puis ça ressort dans le bâtiment. Ensuite, on propose d'avoir des caillebotis comme ceux de Palladio, en fait, où on peut marcher dessus dans le cœur du bâtiment. Et en fait, on vient resserrer de plus en plus pour bloquer, chaque étage attrape une partie de l'air latéralement, comme ça. Alors, et en haut, on fait une serre qui surchauffe et donc va créer un appel, enfin ça va tirer l'air comme ça. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais je vais me remontrer. Et donc ensuite, ces deux espaces-là, on les a appelés, finalement on retrouve ces noms, le frigidarium ou alors la grotte, et ça devient un jardin d'été. C'est comme un séjour pour aller, si on est en pleine canicule, on peut descendre dans cette cave, se refroidir, et puis on peut aller se réchauffer à l'état, tout en haut en hiver. Là. Alors, l'inspiration de ça, par exemple, de cette grotte, c'est aussi cette laiterie de Marie-Antoinette à Rambouillet, qui est un endroit, une sorte de frigo, réfrigérateur d'avant l'électricité, qui permettait de conserver le lait à basse température. Et donc, c'est un peu comme, ça s'inspire de l'architecture de Palladio, et c'est les mêmes systèmes où l'air chaud est évacué en toiture. Et puis en bas, il y a les fontaines aussi là, pour rafraîchir. Et puis l'inertie thermique de la pierre, c'est-à-dire on vient avec le free cooling, on vient rafraîchir la nuit, quoi. Et puis ça garde cette température. Et puis aussi, comme il n'y a pas de fenêtre directe, il n'y a pas de rafraîchissement de choses. Tout était blanc autrefois. Là, c'est Napoléon qui a changé le blanc en rouge. Et donc tout ça, c'était fait. Bon, il n'y avait pas ces chaises, hein, c'était fait pour stocker le lait. Et tout c'est assez impressionnant. Enfin, tout est sur le thème du lait. Donc nous, on reprend en fait ce système-là un peu, hein, de cette laiterie comme ça, avec ce système de rafraîchissement dans les caves comme ça. Et là, c'est ça que j'expliquais tout à l'heure. On vient prendre l'air en été, on prend l'air qui descend, qui vient se rafraîchir dans les sous-sols, rafraîchir dans la nappe phréatique, comme ça, qui est toujours à 12 degrés, 11 degrés, parce que la température de l'eau qu'on boit au robinet, elle est refroidie dans les sous-sols. Enfin, en fait, c'est constamment 11 degrés Celsius. Donc, en fait, on vient rafraîchir comme ça dans les 11 degrés la température caniculaire de l'extérieur. Et puis après, c'est soufflé à l'intérieur. Et puis, alors, c'est ici, ça c'est plutôt le système au printemps où on ouvre les fenêtres, hein. Mais c'est ici, c'est soufflé, et puis c'est repris, et puis après c'est aspiré latéralement, et puis il y a un échangeur de chaleur ici, double flux, et puis ça repart comme ça, quoi. Alors, tout en haut, donc c'est l'inspiration des serres. On voit le système en fait passif pour aspirer l'air, pour créer ce mouvement d'air à travers tout le bâtiment. Et puis voilà ce système-là d'ouverture et de fermeture en hiver de ça. Et au niveau de la pierre, on va le voir ici, en fait on propose aussi que les ensoleillements
en fait, on crée par effusivité thermique des gradations comme ça. Ça, c'est le plan du bâtiment. Avec ça, c'est la grille de ventilation, si on veut, qui se rétrécit. Et puis, là où il y a du soleil en hiver, alors déjà, en été, il n'y aura pas de soleil qui va rentrer parce qu'il y a des avant-toits, donc on bloque tous les soleils en été. Par contre, en hiver, il y a du soleil qui rentre. En fait, on a fait une analyse comme ça avec des logiciels pour voir comment ça rentre dans le bâtiment. Et là où ça rentre, on met de la pierre pour que ça ne vienne pas surchauffer directement pour pouvoir absorber cet excès de chaleur et le garder à l'intérieur comme ça. Et là où il n'y a plus de lumière, ben on met de la laine, hein, enfin, comme ça. Donc on fait des gradations de matériaux ici entre plus effusif et moins effusif, c'est-à-dire ou alors il y a plus d'inertie thermique et moins d'inertie thermique au fond, comme ça. Donc c'est ce qu'on voit là. Et donc à la fin, on a le plan. Alors on va voir on a ça, et on va voir quelques images après. Là on voit la coupe. Et puis le bâtiment, donc c'est une construction en pierre en bas, donc en pierre massive pour les premiers niveaux, ici, et puis après en bois. Et donc avec tout est démontable, enfin, donc c'est ces plateaux-là. Là on voit ça, c'est la ligne de la pierre, donc tout ça c'est de la pierre, après là c'est du bois, et puis après là c'est de la laine, et là c'est la grille sur laquelle on peut marcher. Et puis après ça devient, voilà, cette grille, plus on monte, plus elle se rétrécit à l'intérieur, quoi. Et puis après on arrive, là on est dans la grotte, et puis on est dans tout le système, là on voit le système en pierre et en bois. Là la grille de ventilation, et puis là une image comme ça. Alors on voit cette grille de ventilation praticable, comme ça, au milieu. Et puis là c'est la laine, le bois, et puis tout au bout il y aura de la pierre. Et puis là on avait aussi pris ça, ça c'était que toutes les mains courantes soient en cuivre, en laiton, parce que le virus du Covid survit que 5 minutes sur le cuivre, tandis qu'il survit 2 jours sur de l'inox ou du plastique. Donc on a proposé également d'avoir ça comme... Donc là on est dans la cave, et puis là tout en haut. Je termine avec juste ça, un projet sur lequel on travaille en ce moment, pour un immeuble industriel et des bureaux. Donc là, le principe est de créer en fait une polarité entre, un peu de la même manière, là ce qu'on avait la grotte et la cave et la serre en haut, là on le met en plan, horizontalement, donc on crée une serre et une grotte. De là, bon, le projet est en plein changement, mais le principe est un peu le même dedans, c'est-à-dire que on fait au sud donc la serre qui va surchauffer en hiver, puis, donc quand il fait froid, on vient prendre l'air froid qui est réchauffé en souterrain par géothermie, et puis qui vient surchauffer encore là. Et puis cet air de ventilation est soufflé à l'intérieur de l'usine en bas et des bureaux au-dessus. Et puis cette serre est aussi le lieu public, un peu comme la basilique ou comme l'église, c'est des lieux ou le café, c'est des lieux de retrouvailles. Donc tous les lieux sociaux, publics sont dans la serre, ici. Et puis par contre en été, donc on voit la prise de l'air neuf, la géothermie comme ça, et puis là ça chauffe encore, et puis ça s'est soufflé. Par contre, de l'autre côté, c'est la grotte qui est là, donc on vient prendre au nord l'air qui est refroidi en sous-sol, et puis on a cette grotte là qui souffle de l'air froid à l'intérieur, comme ça. Donc on vient recréer un peu naturellement ces deux espaces de grotte et de serre qui en fait fonctionnent aussi sur des principes thermiques et aussi sociaux du bâtiment. Voilà, là on voit un peu ces systèmes là ici de pierre qui amassait aussi la chaleur ou la froideur nocturne en été, la laine, le bois et la pierre qui est là. Voilà, je vais terminer là. Je vous remercie. Peut-être qu'on peut faire 3 échanges si vous le souhaitez. Qui se lance, la première est toujours la plus difficile.
c'est bon. Par rapport aux matériaux que vous utilisez, le bois, la laine, la pierre, donc il faut changer les matériaux qu'on utilise actuellement pour des matériaux qui ont plus de sens, etc. Mais je me demande comment ça se passe si tout le monde utilise les mêmes matériaux. Au bout d'un moment, on arrivera peut-être au même souci, non? Comme s'il n'y avait pas assez de bois ou pas assez de pierre ou des choses comme ça. Ben là, oui, on en parlait tout à l'heure. Effectivement, il y a des filières qui doivent se remettre en route. Alors c'est clair qu'il y a... Mais voilà, on sent qu'en tout cas l'économie va vers là, enfin qu'il y a tout d'un coup, on réexploite, on essaie de repenser l'économie en fonction de ça. Mais c'est pas, je dirais qu'il ne faut pas le voir. Et bien sûr que ça va créer, ça peut créer des problèmes au départ et justement parfois aussi parce qu'on voit que tout d'un coup il n'y a plus assez de bois en Suisse, alors ils sont obligés d'aller le chercher. Très loin et donc après il y a le coût d'énergie du transport qui se rajoute et qui n'est pas prévu au départ, donc ça devient un peu absurde. Donc, mais je pense que l'ambition c'est de le faire, il ne faut pas avoir peur de ça, il faut se dire bah non, tout doit aller vers ça et on doit... Après il n'y a pas... Le bois il est renouvelable parce qu'en en fait quand on coupe le bois, il y a un autre... ça repousse en fait. Le CO2 du bois il tourne en boucle en fait. Donc c'est en fait le problème du CO2, du réchauffement climatique, c'est qu'on a pris des formes fossiles de bois qui étaient cachées et qu'on a fait ressortir et on a brûlé beaucoup plus, on a fait rajouter beaucoup plus de CO2 que les arbres étaient capables de reprendre. Donc c'est pour ça que ça s'accumule. Mais donc là, il faut recréer effectivement des filières par rapport à ça, quoi. Puis je crois la même chose sur la pierre, il y a des mais après, il n'y a pas tellement, il y a beaucoup de pierres où il y a voilà, c'est pas je crois que c'est plus un problème d'organisation, c'est certainement des grands problèmes, mais c'est là-dedans qu'on doit aller, quoi. Oui. Comment ça se passe le projet de bâtiments ou d'appartements? Moi j'ai vécu au 6e étage d'un ancien bâtiment de Paris. Et mon appartement était très petit, donc l'hiver ça va, j'avais chaud, j'avais pas besoin de chauffer, mais l'été c'était une fournaise. Et je me demandais comment ça se passe, parce que c'est le cas de certaines personnes financièrement, quand on vit au dernier étage d'un immeuble en été, surtout qu'on est amené à avoir de plus en plus chaud à l'avenir. Donc comment ça se passe dans la construction des appartements par rapport à vos schémas? En bas il fait plus frais, en haut il fait plus chaud, c'est vrai que c'est logique, mais malheureusement des fois les gens ils sont obligés de vivre au plus haut, quoi. Et comment ils font et quelles sont les solutions vis-à-vis de ça? En fait, je dirais qu'il y a à la fois, on peut se dire que, par exemple, autrefois, dans les maisons, on ne vivait pas sous les toits. Enfin, c'était le grenier, quoi. Enfin, on vivait en dessous, dans les belles maisons. Enfin, si on veut, dans les maisons, en fait, il y a le toit et puis il y avait le grenier. Puis on vivait. En fait, ça faisait un espèce de tampon, d'espace tampon qui était. Après, ça a été effectivement grâce au chauffage ou à l'air conditionné, on a pu commencer à coloniser les toitures, quoi. C'est pour ça qu'il y a eu plein de toitures qui tout d'un coup se sont mis à être habitées. On a mis des chambres d'enfants ou des salles de jeu sous les toits comme ça. Et après, au niveau alors, donc c'est pas des lieux super habitables, enfin, en soi. Donc c'est un peu pour ça qu'une fois il y avait un éditorialiste, économiste de Radio France qui disait que maintenant il fallait plutôt acheter des appartements en bas plutôt qu'en haut. Autrefois on voulait la belle vue, les beaux appartements étaient en haut des immeubles. Maintenant on se dit non, il faudrait plutôt être en bas au rez-de-chaussée pour avoir froid, quoi. Donc c'est un changement de valeur immobilière comme ça. Et après, on peut se dire, si on est en haut, c'est sûr qu'il faut bien isoler, il faut avoir 25, parce qu'en fait, il y a l'air chaud qui est en haut, qui passe directement. Donc la personne qui habite en dessous, elle utilise l'air du 6e étage pour faire l'isolation thermique avec lui qui est au 5e, quoi, si on veut. Donc, en fait, il faut isoler très fortement, il faut avoir 30 cm d'isolation thermique, pour pas que la chaleur de l'extérieur rentre dedans. Après, il faut peindre en blanc le toit, pour pas que les rayons du soleil, si le toit est sombre ou noir, ou comme ça, ça va surchauffer, ça peut monter jusqu'à 90 degrés ou 100 même, comme ça, parce que avec les rayons du soleil. Donc il faut que ça soit tout blanc, comme au Yémen ou comme
en Grèce ou au sud, il y a des toitures blanches comme ça pour éviter que ça surchauffe. Et puis après ça, effectivement, il faut ouvrir les fenêtres la nuit pour changer. Il faut charger peut-être un peu de la masse comme ça, et puis garder les fenêtres fermées avec du triple vitrage dedans, comme ça. Donc c'est ça qu'il faut faire pour. Mais après, bien sûr que les gens, quand on regarde les belles maisons du Sud, c'était des maisons, on vivait avec des très grandes hauteurs. Justement, c'est ce que dit aussi Serlio, Palladio ou Alberti. Ils disent au Sud, on a des grandes hauteurs. Donc en Italie, en Sicile, comme ça, il y a des grandes hauteurs. Ou en Louisiane, comme ça, ils avaient des grandes hauteurs de chambres. Et par contre, en Allemagne, on a des petites hauteurs parce que je veux garder la chaleur sur soi, quoi. Donc, et l'air conditionné a tué ça. Ça a fait que tout d'un coup, en Louisiane, on n'a plus besoin d'avoir des grandes hauteurs. On peut vivre dans des petites maisons. Mais si tout d'un coup, on n'a plus de chauffage, plus l'argent ou plus l'énergie pour faire ça, on va surchauffer dans toutes les maisons qui ont été construites depuis 1950. Quoi. Oui. Pour aller dans le sens de la question juste avant, comment est-ce que vous faites pour justement répondre à ces challenges? Parce que la villa Matoda, je ne sais plus, enfin bref, ça c'est des vieilles maisons, ils avaient 2 fois les pièces à 2 endroits différents. Aujourd'hui, les buildings, ils sont occupés du sol au plancher, sur tous les murs, partout. Ouais. Et donc il y a le froid en bas, le haut en haut, etc. Comment est-ce que vous répondez? Est-ce que vous avez travaillé sur des buildings modulaires où justement l'espace il va changer, on va mettre un café un coup au sud, un coup au nord en fonction des saisons? Comment est-ce que vous avez répondu à cette challenge-là? Est-ce que vous avez travaillé sur des projets comme ça modulaires qui permettent de s'adapter à la saison, sud, nord, soleil, etc. Je dirais que c'est intéressant comme sujet parce que par exemple, alors déjà on sait que le Louis XIV par exemple, ou dans le palais ou Louis XIII au Louvre par exemple, à un moment donné on disait que quand Michel-Ange a fait un projet, toutes les pièces étaient pareilles et il disait que le roi il pouvait migrer dans la maison, quoi. Alors, donc ça, c'est bon, on revient à des grandes maisons avec plein de pièces, mais le roi pouvait dormir au nord, en bas en été et dormir au sud, en haut en hiver, quoi. Donc il n'y avait pas de localisation de fonction, en fait. Toutes les pièces étaient les mêmes, on pouvait migrer. Après, il y a une autre chose qui existait, c'était toute la décoration d'intérieur, en fait. Par exemple, on sort les tapis, on déplie les tapis en hiver, on tire les tapisseries, on met des rideaux partout, on double les fenêtres, comme ça. Par exemple, il y avait, je sais qu'en Suisse, comme ça, les gens ils remettaient il y avait deux vitrages, quoi, enfin 2 fenêtres. On venait remettre une nouvelle fenêtre en hiver pour créer. Donc on peut par exemple se dire, oui, en hiver, si on ne peut pas bouger, on va venir déplier les tapis, mettre les rideaux, tout ça, parce que les rideaux étaient là pour bloquer les courants d'air aussi, ou pour créer des isolants thermiques. Donc je dirais que c'est un peu ça qu'il faudrait faire. Moi, j'avais une réflexion là-dessus en disant que ça pouvait être un peu un style décoratif qu'on pouvait appeler le style anthropocène. Il y avait le style moderne, le style baroque, le style Marie-Antoinette, et il y aurait le style anthropocène, c'est se dire, là, le style anthropocène, tout d'un coup, on déplie, en été, on va déplier du métal ou du marbre par terre, quoi. On va faire un tapis de marbre pour se refroidir. On va mettre des matériaux, on peut travailler sur l'émissivité thermique aussi. L'émissivité, c'est les radiations émises par les matériaux. C'est-à-dire, si c'est très émissif, par exemple, s'il fait chaud, ça nous réchauffe encore plus. Si ce n'est pas émissif, c'est neutre par rapport à nous. Donc on peut mettre des tapisseries peu émissives ou plus émissives, comme ça, quoi. Je pense qu'il y a un peu des réflexions de ce genre à avoir, une forme de réactualisation de la décoration d'intérieur.